pas si Frédéric est là, non? Je n'ai pas perçu. Bon. Ben, je vais introduire la réunion et la présentation. Donc le sujet de cette présentation, c'est effectivement les aventuriers en ULM, bien évidemment. Les aventuriers, ça veut dire sortir un petit peu des tours de piste. Donc déjà sur l'Hexagone, au-delà de l'Hexagone, et donc comment aller à l'étranger, et puis également pour les étrangers, comment venir chez nous, parce que l'aventure c'est un partage, ça marche dans les deux sens. Alors là on a la chance, on a un magnifique panel d'aventuriers authentiques, alors je vais les laisser se présenter. Allez, on va prendre dans l'ordre, donc Jérôme, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Jérôme Promsy, je vole depuis 20 ans, pendulaire puis autogire, et chaque année je fais un voyage, par exemple Écosse ou Sénégal, où on est allé même en Ukraine, en Turquie. Voilà. Olivier Aubert. Bonjour, je m'appelle Olivier Aubert, j'ai volé combien d'années 20 ans en ULM. Et puis j'ai arrêté en pendulaire. Voilà, je pense que vous avez tous un peu vu nos films ou les reportages de Christophe Guyon. Voilà, je vole plus. J'ai vendu mon ULM à Christophe, mais je suis content d'être là avec l'équipe. Bonjour, pour ceux qui me connaissent, je suis Alexis Pelletier. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, je suis toujours Alexis Pelletier. Et puis, je vole, pas dans les magasins, je vole depuis l'âge de 17 ans. J'ai maintenant 20 ans avec 42 ans d'expérience. Donc, voilà. Le monde est grand, la vie est courte. Et puis, les ailes, ça nous permet de voir les choses autrement, voir les choses de haut. Voilà. Hervé Ribet, alors moi je suis pilote avion, j'ai commencé par le pendulaire et je suis passé à l'avion après. Et puis là je suis retourné à l'ULM, je viens de rentrer il y a 2 mois d'une petite balade France, Ushuaïa Groenland, France, donc 320 heures de vol, 50 000 km, 4 mois de vol. Voilà. Bon, donc vous l'avez compris, ce ne sont pas des voyageurs, ça rigole pas là, c'est du grand voyage. Voilà. Bon, on a aussi Christophe Guyon qui est pas Guyon. Oui, qui est par là. Alors, voilà, s'il y en a qui ont fait des choses ordinaires, voilà, il y en a quelques-uns. Voilà, donc alors, je me présente. Donc en ce qui me concerne, on va présenter quelques autres acteurs dans la salle. Donc Louis Collardo, donc j'ai été vice-président de la Fédé pendant une bonne quinzaine d'années. Et aujourd'hui, donc j'ai arrêté la Fédé pour laisser la place aux jeunes et aux filles, puisque maintenant il faut faire la parité, c'est bien. Et par contre, je suis toujours président de l'EMF. L'EMF, c'est la Fédération européenne du ULM qui regroupe en fait différentes fédérations ou organisations au niveau européen. Donc le rôle de l'EMF, c'est essentiellement de faciliter les passages de frontières administrativement entre les pays d'Europe, puisque la particularité de l'ULM par rapport à l'aviation, c'est que quand vous allez en ULM d'un pays étranger, la réglementation n'est pas la même entre les pays européens. Donc, chaque pays européen a une réglementation ULM nationale. Ça, c'est une petite particularité. À l'inverse d'un avion certifié EASA, c'est l'EASA qui, un avion qui vole en France peut voler où il veut en Europe sans contrainte particulière. L'ULM, on a des règlements nationaux pour l'aéronef d'une part, également pour les pilotes au niveau des brevets, des licences, etc. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est quand vous allez à l'étranger, c'est de vous assurer que le pays dans lequel vous allez, réglementairement, vous pouvez y aller, s'il y a des autorisations à demander au préalable ou pas, d'une part, des documents, vous renseigner également sur les aspects espace aérien, etc. Donc l'EMF là-dessus amène à un certain nombre de facilités, puisque si vous allez sur le site de l'EMF, comme ça vous faites European Microlight Federation, et il y a une page qui s'appelle Flying in Europe, dans lequel vous allez trouver tous les pays européens. Il y a des fiches que vous pouvez télécharger sans difficulté, qui vont vous donner les principaux contacts déjà au niveau des aéroclubs nationaux, des fédérations du LM lorsqu'il y en a une dans le pays,
également de l'aviation civile et même des renseignements météorologiques, etc. Voilà. Donc au niveau de l'EMF, j'en profite parce que j'ai des collègues de l'EMF qui sont là. Donc il y a Juan Carlos, mon ami Juan Carlos, qui est secrétaire général de l'EMF, voilà, avec qui on bosse pas mal. Donc qui lui est en Espagne. On a Maria également, qui nous vient du Portugal aussi, voilà, membre de l'EMF aussi, voilà. Alors, j'espère que j'en ai pas oublié, parce que des fois il y en a qui se cachent dans la salle, ils me disent pas qu'ils sont là, voilà, parce que j'ai pas vu tout le monde. Voilà. Donc pour vous dire que l'EMF c'est une grande famille, et surtout c'est faciliter vraiment les échanges. Voilà. L'autre mission de l'EMF aussi, c'est également lorsqu'il y a besoin d'apporter un support dans les pays qui souhaitent faire évoluer leur réglementation ELM. Je vous donne deux exemples. L'année dernière, on avait des discussions assez avancées avec la Géorgie. L'aviation civile géorgienne qui souhaite mettre en place une réglementation ULM qui n'existait pas. Donc ils sont venus chez nous en France, ils ont même rencontré les gens de la DGAC, on a facilité les échanges pour leur expliquer voilà notre système français déclaratif, partager avec eux, et c'est en cours de discussion. J'ai encore échangé l'avant-hier avec des pilotes géorgiens qui travaillent avec leur aviation civile pour essayer de mettre en place. On a un deuxième exemple, on en a parlé tout à l'heure avec Maria, le Portugal souhaite faire évoluer sa réglementation ULM. Eh ben, on a quelqu'un de l'aviation civile française qu'on a vu tout à l'heure, là, Gilles Le Breton, je ne sais pas s'il est là, Gilles, non, non. Voilà, donc il est là-bas derrière. Donc il va aller au Portugal et partager et aider l'aviation civile portugaise. Et Maria, je dirais, à aller montrer un peu voilà ce qui se fait chez nous en France, le système réglementaire, et comment on peut simplifier les choses. Même quand en Espagne, on n'avait pas beaucoup échangé avec Juan Carlos, on a même fait une réunion de l'EMF à la DGAC en Espagne il y a 2 ans. Au moment où l'Espagne travaillait sur l'évolution de la réglementation. Donc voilà un peu le rôle de l'EMF qui peut vous aider, mais le plus intéressant pour vous qui voulez aller à l'étranger, c'est d'aller voir les fiches de l'EMF. On essaye de les tenir à jour en temps réel. Dès qu'on a des informations d'un pays, vous avez, je sais pas, la Finlande, le Danemark, etc. Vous allez avoir les contacts et les principaux éléments de la réglementation. Donc vous qui avez voyagé un peu, je pense Jérôme, je pense que c'est des choses qui sont pratiques, qui permettent d'avoir les premiers contacts. Voilà, tu veux témoigner un peu là-dessus? Et ça évolue. Par exemple, nous sommes allés au Danemark en 2023. Et à l'époque, pour les autogires, il fallait un permit to fly. On ne pouvait pas rentrer au Danemark sans obtenir ce papier. Donc on se met en relation d'abord. C'était délégué à la fédération des autogires du Danemark. Et le gars, pour le compte de l'aviation civile, nous a délivré des permis pour voler là-bas. Et à un moment, on a dit, mais notre ami qui vole en formation avec nous, mais qui n'a pas la qualification anglaise, est-ce qu'il peut venir? Et ils ont dit, les Danois, ok, il a le permis to fly aussi. Donc on peut voilà, donc ça change. Et depuis lors, ils ont abandonné cette chose sur les autogires, donc on peut y aller sans rien demander. Donc ça évolue d'une année à l'autre. Voilà. Voilà, donc ce qui est important, effectivement, dans tous les pays d'Europe, y compris en France, les réglementations évoluent, s'adaptent, parfois se complexifient, mais on essaie plutôt d'aller dans le sens de la simplification pour ce qui concerne les ULM. Juste pour terminer sur le MEF, donc grosso modo, ça représente à peu près 80 000 pilotes en Europe, quand même, pilotes d'ULM. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que l'EMF existe et est actif. Voilà, donc on est à votre disposition. Vous pouvez même poser des questions sur le site de l'EMF si vous avez des questions pratiques pour un pays. Ou également nous donner un retour. Vous êtes allé dans tel pays, vous avez eu un contact vraiment privilégié, intéressant. Eh ben, autant le partager. C'est possible de faire rajouter sur le site de l'EMF. C'est un système qui est ouvert. Vous envoyez au webmaster de l'EMF l'information et il peut actualiser les fiches sur lesquelles ou des pays où vous avez voyagé. Voilà, donc c'est le principe de l'interaction. Voilà. Alors pour les pilotes de l'étranger, lorsqu'ils veulent venir en France, il y a plusieurs cas de figure. Soit leur ULM correspond strictement à la réglementation française au niveau de l'ULM, il n'y a pas de permis to fly à demander si ça rentre dans le cadre français. Par contre, si c'est des machines, et il y a le cas notamment pour les machines à 600 kg, elles ne sont pas interdites de voler en France. Par contre, dans ce cas-là, il faut demander une autorisation. Donc là, je vais peut-être laisser justement les gens de l'aviation civile. Là, Karine, tu veux nous dire un petit mot. Donc là, ça se passe à travers la DGAC, notamment les gens des Sakeno qui... Je ne sais pas, il n'est pas là non, ils ne sont pas là. Voilà. Donc il y a une autorisation à demander. Si votre machine
étrangère sort du cadre réglementaire de machines françaises. Et puis après, en général, il y a des reconnaissances mutuelles au niveau des brevets du ULM. Par contre, si votre machine fait 600 kg, comme ça c'est assez clair, ce n'est pas un ULM en France, un ULM au sens européen, mais pas un ULM au sens français. Donc il faut effectivement avoir un brevet minimal qui corresponde effectivement à l'aéronef sur lequel vous allez voler. Donc c'est une autorisation également pour la machine, mais également pour le pilote, pour l'autoriser à voler en France. Ces autorisations sont délivrées en général pour une durée de 3 mois. Karine, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus. Voilà. Donc pour les ULM, oui, donc ok. Karine Gay, donc je suis à la DGAC, à la MALG, la mission aviation légère générale hélicoptère. Voilà. Donc un ULM étranger, effectivement, qui veut venir voler en France, s'il ne respecte pas les critères de limitation de notre arrêté ULM, je pense à la masse, je pense à la puissance, il faut demander un laissez-passer auprès du pôle navigabilité de la DESAC. Il faut le faire une dizaine de jours avant, je dirais, pour être serein. Et voilà, ça coûte 50 € le laissez-passer. Et donc c'est le pôle navigabilité en général donc délivre un laissez-passer pour autoriser le vol sur une période qui est en général 3 fois 10 jours, trentaine de jours. Voilà, c'est une période limitée dans le temps. Et puis voilà, en général les vols commerciaux sont interdits, c'est vraiment pour du loisir, pour venir voler en France voilà, pendant ses vacances ou ce type de choses. Également le pilote doit aussi s'adresser auprès du pôle du bureau des licences pour voir si son brevet de pilote est aussi reconnu par la France. Voilà, donc il y a aussi cette démarche là à faire. Et là, eh ben, ça dépend. Par exemple, si c'est un classe 3 et que le pilote a à côté de ça un PPL ou un LAPL, bah voilà, on lui demandera pas d'autre chose. Ça dépend. Enfin, c'est chaque. Et ben s'il n'y a pas, alors le bureau des licences va lui donc demander son brevet étranger, son expérience. Enfin voilà, ils vont un peu se renseigner quand même sur le pilote en lui-même. Voilà, il y a des pays où il n'y a même aucun brevet, donc là c'est plus problématique. Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas là que c'est fait par le bureau des licences. Ça arrive notamment pour la classe 1, pour le paramoteur par exemple. Pour le paramoteur, il y a des pays où le paramoteur n'est pas du tout réglementé, c'est comme du parapente pratiquement. Je pense en Angleterre en particulier. Effectivement, il n'y a pas de brevet, donc là on va demander l'expérience du pilote, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait comme vol, etc. Pour s'assurer quand même qu'il a un minimum de connaissances sur ces aspects réglementaires de la réglementation française aussi. Voilà, je pense que c'est comme ça que doit faire la DGAC, pour s'assurer quand même que le gars ne va pas venir en France et voler en vol libre finalement et venir emplafonner des espaces aériens, des choses comme ça, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'en France on a quand même des espaces aériens un peu particuliers, ceux qui ont beaucoup volé à l'étranger. Quelquefois, quand on regarde la carte des espaces aériens françaises, ça doit faire peur, notamment quand on va dans certaines régions ou le sud de la France, je pense. Là, il faut être extrêmement affûté non seulement avoir des bonnes lunettes, mais entre les espaces aériens civils, militaires et tout ce qui est du temporaire et du permanent, c'est assez complexe. Voilà. Et c'est vrai, quand on a un peu volé à l'étranger, moi je me rappelle avoir fait pas mal de vols en Europe aussi. Il y a des endroits où on voit quelques ronds par-ci par-là, terminé. Je te donne un autre exemple. Les centrales nucléaires, c'est un truc assez franco-français. On ne peut pas survoler les centrales nucléaires, et d'autres pays où vous pouvez passer vertical, ils s'en foutent complètement. Vous voyez, donc les réglementations sont vraiment propres à chaque pays, et c'est ça qu'il faut dans tous les cas s'approprier, notamment pour les pilotes étrangers. C'est vrai, quelquefois on a quelques petites difficultés pour eux, et il faut leur expliquer. Voilà. Je ne sais pas si Karine... Je vais te rajouter aussi peut-être une chose, c'est que ces ULM-là, en fait, c'est pas au titre de la réglementation française, c'est pas des ULM, et donc ils ont normalement pas le droit de se poser sur des bases ULM françaises. Voilà. Une précision. Voilà. Donc je propose qu'on fasse un... Donc voilà, ça vous a permis d'avoir une vue un petit peu d'ensemble du panorama européen. Donc de France pour aller en Europe,
c'est absolument possible. Il n'y a pas de pays limité. Moi, j'avais mon copain Jean-Marc, là, qui est basé sur le même terrain, et qui en a fait beaucoup de voyages, qui a été en Lituanie il y a un mois, derrière. Bon, Lituanie, on peut se dire, oh là là, ça doit craindre un peu. Hormis le fait qu'il n'y avait plus de signaux GPS en Lituanie, donc il a fallu reprendre les méthodes de navigation à l'ancienne. Heureusement, il avait acheté toutes les cartes papier comme on faisait il y a 20 ans de ça, pour pouvoir naviguer en Lituanie. Et il y avait des pertes de signaux complètes GPS, où le GPS marquait des points à 100 ou 200 km à côté, et même le compas était perturbé. Bon, nos amis russes, effectivement, ils mettent le paquet pour essayer de fausser toutes les informations. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses très pratiques qu'il faut prendre en compte aussi. Voilà. Et puis, je pense qu'alors maintenant, c'est un peu plus général, mais ceux qui ont fait des voyages au long cours, je pense à Olivier, je pense qu'à l'époque, les GPS n'étaient pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça se passait beaucoup plus en navigation traditionnelle à l'estime. Et ça, c'est un progrès fantastique, parce que quand les satellites marchent, aujourd'hui, bon, on est pratiquement sûr d'arriver exactement là où on veut, à quelques exceptions près, telles que je vous citais. Donc ce que je propose, c'est peut-être vous faites quelques témoignages d'un petit peu de vos retours, vos belles expériences, de partager ça, les difficultés que pose quelquefois le voyage. Ce qu'il faut jamais oublier aussi, et ça c'est un point essentiel, le voyage, c'est pas un acte technique finalement. Ce qui est important dans le voyage, c'est surtout les rencontres que l'on fait. Donc le savoir-faire technique du pilotage, de la navigation, c'est très beau, mais ce qui est plus important, c'est le savoir-être, et c'est les rencontres que l'on a avec les autres. Et moi, j'ai toujours en tête le DVD d'Olivier Aubert, là, c'était plus une aventure humaine qu'une aventure de vol. Donc, pour nous parler un tout petit peu de ça, et je pense tous ceux qui font du voyage, en fait, ce qui les intéresse, c'est plutôt d'aller à la rencontre des autres, plutôt que de faire un exploit aéronautique. Enfin, j'imagine que la motivation, elle est là. Enfin, je ne sais pas quel est votre point de vue. Je propose, Olivier, si tu veux un petit peu compléter le propos. Moi ça m'a... Ouais, vous avez des questions, parce que... Il y a des micros, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et mon expérience, c'est mieux que vous posiez des questions peut-être sur ce qui vous intéresse. Tout ce qui est administratif, tout ça, nous, on avait pris les services d'une boîte anglaise qui s'appelait BaseOps. C'est eux qui organisaient tous nos permis de vol, de survol, tout ce qui était bureaucratique. Parce que sinon, c'est compliqué. Si vous voulez traverser l'Afrique en ULM, si vous cherchez à faire les permissions vous-même, c'est trop compliqué. Donc on avait cette boîte en Angleterre, à Londres, qui s'appelait BaseOps. Et en 95, on avait payé leur service, ils ne connaissaient pas. Ensuite, en 99, ils nous ont sponsorisé leur service gratuitement pour le tour depuis l'Argentine jusqu'en Afrique du Sud. Voilà pour ce qui est de ce qui est bureaucratique. Maintenant, pour le reste, c'est tellement général. Oui, on faisait des voyages pour le côté humain, et puis avec Mike, on est vraiment des super potes. Donc voyager à deux comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, oui, nous, on était plutôt... c'était pas un exploit qu'on voulait faire. On avait pris le temps de voyager, on avait du temps sur place, au sol. C'est pas juste faire du vol. Donc oui, les rencontres, voilà. D'ailleurs, j'ai rencontré Alexis en 95 avec Mike quand on est passé au Kenya. On l'a vu, on s'est vu à Arusha, en fait, c'est en Tanzanie, mais il était tout proche au Kenya. Et c'était la première fois qu'on se voyait. Voilà. Donc, c'est le genre de rencontre qu'on fait quand on se balade avec des pendulaires. Maintenant, je voulais dire aussi qu'avec les pendulaires, le contact est plus facile, par exemple, en Afrique ou en Amérique latine. Les États-Unis, c'est différent, c'est le pays de l'aviation, mais en Afrique particulièrement, ils aiment bien les motos volantes. Ils voient un type assis, etc. Donc, pour le contact, c'est mieux, je dirais, avec nos mobylettes volantes qu'avec des avions qui volent à 200 km/h, comme la plupart des 3 axes. Mais une fois que vous atterrissez quand même avec vos avions rapides, les gens vont venir vers vous aussi. Il y a aussi un contact qui se fait, mais je pense que le pendulaire, c'est vraiment le moyen le plus sympa de voyager par les voies aériennes et de faire des rencontres. Voilà.
Des questions? Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Olivier, c'est un point qu'on n'a pas souligné. Dans la façon de voyager, il y a plusieurs façons. Il y a soit le voyage individuel, bon, parce que les gens aiment bien voler solo, etc. Donc, il y a le voyage qui se fait en tout petit groupe, à 2, 3 personnes, qui est très sympa aussi. Donc, soit 2 ou 3 machines, soit 2 sur la même machine aussi. Donc ça, c'est vraiment des choix personnels. Il n'y a pas une forme qui est mieux que l'autre. Et puis après, il y a une autre formule aussi qu'on pourra aborder après. C'est le voyage un peu organisé. Par exemple, je vois, il y a Faline Tunisia, là, qui est là-bas au fond, qui organise des raids aussi. Pour celui qui n'a jamais voyagé ou qui ne veut pas trop se compliquer, je dirais, la partie logistique, intendance, y compris administrative sur les vols, c'est aussi une merveilleuse façon de voler avec des gens qui connaissent bien le pays, qui ont déjà l'expérience et qui vont vous apprendre. Donc c'est aussi une formule qui permet d'aborder le voyage et à travers des formes plus organisées, un petit peu à l'image du Tour ULM à l'époque. Beaucoup de gens venaient faire le Tour ULM 1 fois, 2 fois pour se dire sortir du tour de piste, et puis après finalement ils volaient de leurs propres ailes et puis ils sont partis faire des voyages beaucoup plus grands. Donc c'est souvent le voyage organisé et peut être un élément un peu déclencheur de donner le goût et l'envie du voyage aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Tout à fait. Voilà. Je te témoigner un petit peu sur ta pratique, ce que tu faisais. Ouais, disons, oui. Dans le type de vol, parce qu'on pense souvent avion contre l'environnement, l'avion ça salit, l'avion c'est pour les riches. On oublie toujours le côté passion, le côté engagement. J'utilise beaucoup l'avion comme outil de protection environnementale. Je fais beaucoup de réévaluation de parcs nationaux dans les pays géopolitiquement compliqués. Et sans l'avion, c'est absolument impossible. Donc l'avion, disons que j'ai 2 facettes de l'aviation. J'ai la facette professionnelle, bien que j'ai pas le temps de travailler, c'est ma passion. Donc, donc professionnellement, aller traverser l'Afrique, on voit toujours ce petit continent comme ça, sous la carte projection Mercator, c'est au centre, ça fait petit, mais l'Afrique c'est gigantesque. En avion, traverser est à l'ouest, c'est 1 semaine et demie, 2 semaines, et puis on passe, un problème qu'on n'aborde pas assez souvent, le carburant. C'est un problème, un gros problème. Donc, on demande toujours quelle route tu prends. Moi, je dis où j'ai de l'essence. Et après, c'est géopolitique, parce que rebelle, etc. Et puis, après, météo. Parce que tu as le front intertropical, ça peut faire mal, puis les aboubs et les vents de sable. Mais ceci dit, c'est fabuleux. Voilà. Donc, si c'était facile à faire, tout le monde le ferait. Donc, l'aviation, alors il y a le côté pro, on a un temps limité pour traverser l'Afrique à régler tous les problèmes administratifs, que le problème principal, numéro 1, je m'excuse la DGAC, c'est l'administration, toujours, où qu'on soit, où qu'on aille dans le monde. Problème numéro 2, c'est le carburant. Et numéro 3, la météo. Dans le voyage, c'est comme ça. Donc, je vole énormément en Afrique et dans le monde. En Afrique, je vole de façon professionnelle et privée. Et il y a beaucoup de pays, énormément de pays, la plupart des pays du monde ne connaissent pas les avions non certifiés. Un avion non certifié, c'est pas un avion. Donc, on a énormément de problèmes de ce côté-là. Faire reconnaître, alors dans les réglementations ULM, même françaises, un avion non certifié n'est pas supposé aller sur les conventions de Varsovie dans des pays étrangers à son immatriculation, pays d'immatriculation. Mais on peut dire qu'on informe le pays du statut non certifié et à eux d'accepter. Il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas. L'ULM en France, ça passe bien parce qu'on a quand même une réglementation fabuleuse qu'il faut vraiment protéger parce que c'est unique au monde. Ce système déclaratif est unique au monde et il faut vraiment, vous les acteurs de l'ULM, mais défendez ce truc, quoi. C'est fabuleux, parce que dans d'autres pays, c'est pas la même histoire.
Moi, je m'est arrivé de ramener d'Afrique du Sud, par exemple, un savannah non certifié, jusqu'à Tombouctou. La dernière fois, c'était jusqu'à Centrafrique. Il y a des pays, la Tanzanie, ils n'aiment pas quand on est non certifié. L'Ouganda, j'ai jamais eu l'autorisation. Et quand on loupe un pays, il faut tout recommencer. C'est valable 48 heures, 24 heures à 48 heures, les autorisations. Et les points d'essence où ils nous attendent, c'est un problème. Donc, sur les pays que je connais bien, je fais moi-même, parce que je sais qui contacter et suivre. Mais les pays compliqués, je passe par un organisme, un routeur, parce que là, on ne peut pas téléphoner 10 fois par jour, c'est pas possible. Donc voilà, c'est les problématiques dans des pays un peu compliqués. Et puis en Amérique latine aussi, on a le même problème. Donc voilà, on peut en parler longtemps, hein. Mais il y a beaucoup d'histoires, de rencontres aussi. D'ailleurs, il y a Christophe Guillon là, qui a publié mes récits sur des bouquins et certaines vidéos d'Olivier aussi. Et ce qui est fabuleux, c'est de rencontrer, comme disait Olivier, c'est rencontrer... on rencontre que les 2% du monde qui font rêver les autres. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est pas ce qu'on fait. Hein, ça, je pense que... Hein, vous êtes d'accord? S'il y a des questions, bien sûr. Ouais. Voilà, n'hésite pas, il y a d'autres questions, oui. Tu peux continuer. Hein. Oui, Patrice, on est un petit groupe d'humoristes en région parisienne et chaque année on organise des petits voyages en autonomie complète, hein, donc pas de voiture. Hein. Ça peut être la France, ça peut être l'étranger, on a déjà fait plusieurs pays. Et cette année on voudrait aller en Espagne. Et bon, je l'ai déjà fait, mais avec des raids organisés. Et donc je voudrais deux questions. Est-ce que la classe médicale, classe 2, est toujours obligatoire ou pas? Et comment obtenir des informations sur les terrains ULM? Parce que des fois on a des surprises, le terrain n'est pas entretenu. Et voilà. C'est souvent ça qui est le plus compliqué, c'est d'avoir des bonnes informations sur les terrains. Alors précisément pour l'Espagne, ça va être facile d'avoir des réponses puisqu'on a un représentant espagnol de l'AEPAL. L'AEPAL, c'est l'équivalent de la FFPLUM en Espagne. Donc Juan Carlos, c'est pour toi. Merci. Mon français, c'est pas bon, mais j'espère que... dans l'Espagne, c'est obligatoire d'avoir les classes 2 ou l'appel. Et l'appel dure 2 années et l'autre chaque année. L'autre question, c'est... les terrains, il y a une website mais c'est payant, qu'il y a tous les terrains dans l'Espagne. Et aussi dans les sites de EPAL, il y a une Flying in Spain rubrique. Et vous pouvez consulter là-bas, ou vous pouvez contacter avec moi-même. Iago 7, c'est une autre personne qui connaît tout ça. Et bien sûr, si vous avez par exemple le Sky Demon, là, ici BFR, toute cette... il contient tous les terrains de l'Espagne et de plusieurs pays. C'est très facile à obtenir. C'est une déclaration responsable depuis une année ou 2 années. Et c'est automatique. Ça veut dire que vous simplement vous connectez à la web de la AESA, l'Agence spatiale espagnole de sûreté. Il y a une rubrique, on entre là, on pose quelques informations et la seule chose que c'est compliqué, c'est que vous devez signer électroniquement. Vous devez avoir une signature électronique. Ça veut dire que vous devez premièrement avec un point du website, vous devez valider votre identification française et après vous recevez une signature, un numéro que c'est votre signature. Une fois vous avez ça,
c'est facile. Si vous connaissez un petit peu comment aller à l'Internet, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est la chose de l'identification. Donc vous l'avez compris, c'est à la fois simple, parce que c'est numérisé, mais compliqué, surtout pour la partie à la fin du document, puisqu'il faut une signature numérique. Et ça, même en France, ceux qui l'ont jamais fait, la première signature numérique, c'est pas toujours très très simple à faire, c'est vrai. Mais seulement une chose, si vous avez des problèmes avec ça, vous m'appelez, je vous aide à faire Je confirme que l'autorisation, c'est assez facile, un peu fastidieux, mais facile. Par contre, j'aurais voulu savoir, est-ce que le FCL 055 est obligatoire? Ça, c'est une bonne question, mais dans l'Espagne, c'est pas obligatoire parce que vous ne pouvez pas entrer dans une zone contrôlée dans l'Espagne. Vous pouvez atterrir à par exemple, certains aéroports, par exemple Burgos ou Córdoba, etc. Ils sont très chers parce qu'ils sont gérés par une société privée. Et autrefois, on ne peut pas maintenant entrer dans une zone contrôlée, dans un aéroport contrôlé, dans les zones dangereuses, dans les zones restreintes, dans les zones prohibited. Ça va changer dans quelques mois ou années parce que si vous avez les PPL, aujourd'hui déjà on peut voler dans son contrôlé parce que vous avez les PPL. Mais c'est comme ça. Alors, juste pour le FCL 55, effectivement, c'est une question générale qui concerne tous les pays. Donc la réponse, moi, que j'ai tendance à faire, si vous partez d'une base ULM vers une autre base d'ULM sans passer par des espaces aériens contrôlés, c'est pas indispensable. Bon, il faut quand même avoir quelques notions minimum d'anglais pour pouvoir intégrer un tour de piste, y compris sur une base ULM, c'est quand même la moindre des choses, ou comprendre un peu ce qui se passe. Bien que même en France, pour vous dire quelquefois, dans le sud de la France, il y a certains terrains, les procédures sont en allemand. Hein. Bon, comme quoi le FCL 55, ça c'est limite, mais bon, la règle générale, moi je dis, d'un terrain ULM à un autre terrain d'ULM, hors espace aérien contrôlé, ce n'est pas indispensable. Et effectivement, si vous rentrez dans des terrains, soit des CTR ou même des espaces aériens contrôlés, effectivement, le FCL 55, c'est quelque chose qui peut s'imposer naturellement pour des questions réglementaires. On est bien d'accord là-dessus. Donc voilà la réponse que je peux faire, voilà, sur le FCL 55. Mais il faut quand même avoir au minimum, dans tous les cas, vous à l'étranger, des notions minimales en anglais, qui est quand même la langue universelle, qui permet de se poser sur un terrain, déjà en comprenant l'activité qu'il y a, et de pouvoir vous exprimer également en donnant vos indications. Alors, vous pouvez très bien à l'étranger passer... Alors si, je ne viens pas parler, il y a un point qui est obligatoire aussi, quel que soit le pays où vous allez, vous avez une obligation de déposer un plan de vol pour passage de frontières. Ça, je ne l'ai pas dit effectivement en amont, mais c'est la base de l'aviation, y compris en Europe. Même en espace Schengen, vous avez besoin de poser un plan de vol. Quand vous passez à la frontière, si vous passez de France en Italie ou d'Italie en France, posez un plan de vol, sinon vous pouvez vous retrouver avec la patrouille qui vous rattrape derrière. Hein. Parce qu'ils vont dire c'est un clandestin, voilà, donc ça c'est pas très contraignant. Par contre, vous pouvez très bien le faire sans passer par un espace aérien contrôlé. Vous êtes simplement en contact avec une tour, un organisme qui va activer et désactiver votre plan de vol quand vous serez arrivé, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes dans un espace aérien contrôlé, donc c'est possible. Alors ça, faut le faire en anglais en général quand on est à l'étranger. Avec quelques notions de base, ça marche. Ils ne vous demanderont pas dans ce cas-là le FCL 55. C'est vraiment dans les CTR, dans les TMA, je ne parle même pas des airways parce qu'on n'a pas à y aller, où il faut le FCL 55. Voilà ce que je peux vous dire là-dessous. Oui. Donc Stéphane,
Vous avez parlé dans les difficultés, l'administratif, le carburant, la météo, et vous n'avez pas parlé de la maintenance. Quand on fait des voyages comme les vôtres, est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver obligé de partir, de rentrer en bus, à pied, parce que voilà, vous êtes au milieu de l'Ouganda, il n'y a juste pas moyen de réparer. Vous cassez la machine. Voilà, vous cassez. Et juste un petit témoignage pour Olivier. J'ai adoré cette image dans ton film où vous êtes à 3 sur le pendulaire avec l'Afrique qui défile en dessous et vous êtes en train de vous inonder de champagne. Enfin, c'était le bonheur, quoi. Génial. Vraiment, ceux qui ne connaissent pas le film d'Olivier, Tout Cap, c'est un monument de l'aviation. Enfin, franchement, maintenant, je ne pas me le voir sur YouTube. Je ne sais pas comment on peut le trouver, mais c'est un grand moment d'aviation, on ne va pas dire autre chose. On peut le trouver à la Gazette de l'ULM. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà. Ils sont là. Hervé, est-ce que tu veux nous faire part un peu de tes expériences Je vais répéter un peu ce qui s'est dit là. L'administratif, effectivement, c'est compliqué. Alors après, si vous voulez faire un voyage, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Donc, les difficultés, c'est aussi un moyen de progresser. C'est pas forcément vraiment une contrainte. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est quand même compliqué. Moi, au Brésil, pour arriver au Brésil, ils m'ont demandé les papiers de l'avion en anglais. Bon, les papiers de l'avion en ULM en anglais, c'est compliqué. Donc, heureusement que je m'étais fâché 2-3 fois avec un gars de la DGAC à Beauvais qui est devenu un copain. Et j'ai envoyé un mail et le lendemain matin, j'avais tous les papiers de l'avion en anglais. Donc, il y a aussi des choses qui se passent parce que c'est de l'humain. Et voilà. Après, moi, l'expérience de mon voyage, alors moi j'ai voyagé tout seul pour la bonne raison, c'est que j'avais 200 litres d'essence à la place du passager, puisqu'il fallait que je traverse l'Atlantique Sud, donc c'est 14h01 au-dessus de l'eau. Obligatoirement, j'avais 330 litres d'essence dans l'avion, 18 heures de vol, donc forcément j'étais plus tout à fait dans les clous ULM, hein, surtout que j'ai volé 6 heures de nuit avec un plan de vol IFR, donc c'était un peu plus voilà. Et après, chacun organise le voyage qu'il a envie de faire. Moi, j'ai passé des vols qui étaient un peu dangereux. Donc, être deux, je me sentais pas la force d'emmener quelqu'un, même si j'avais pu, et de risquer sa vie alors que c'était mon voyage. Après, c'est un choix. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. La machine, effectivement, ça se prépare. Quoi dire, faut prier Monsieur Retax, faut prier je sais pas quoi. Vous faites tout pour l'entretenir, vous n'êtes pas à l'abri de la panne. Quand la panne arrive, je suis tombé en panne l'autre jour à Valenciennes, j'avais plus de batterie, il y a 2 fusibles qui ont sauté. Bon, ça aurait pu arriver ailleurs, hein, voilà. Voilà, donc après, je pense qu'il faut organiser quelque chose qui vous corresponde. Moi, j'ai mis 2 ans pour le préparer. Il faut que ça vous vienne vraiment des tripes. Si c'est juste pour vous promener, bon, il ne faut pas faire un truc comme moi. Si c'est pour voir l'Europe, il y a plein de choses à faire. Moi, j'étais plus dans l'objectif raid 8 heures par jour en l'air. Donc, effectivement, c'est autre chose. Alors, l'humain, il y en a plein. J'ai un copain en Argentine qui m'attendait à l'arrivée, qui a refait le même parcours que moi en Mounet. Et on s'est retrouvé au Groenland, pas au Groenland, à Reykjavik. Je venais de traverser dans des conditions un peu compliquées, parce que j'ai fait 6 heures en IMC. Et je me suis retrouvé en atterrissant à Reykjavik, 700 pieds de plafond. J'étais naze, je me pose et le gars à la tour, il me dit c'est pas la bonne piste, la suivante. Donc je me pose et il y avait Claudio avec son Mounet qui m'attendait. Donc ouais, c'est des aventures humaines avant tout, quoi. Ouais, c'est vrai que là, comme tu dis, surtout dans certains continents un peu compliqués, pour voler, pour faire professionnellement ou en loisir régulier de longs voyages, c'est qui on connaît. Par exemple, si je perdais mon téléphone mobile qui tombe dans les mains du FBI, je dis hop, j'ai des contacts, quelquefois il faut des contacts de rebelles, c'est qui maintient telle route, quelle zone est ouverte, est-ce que je peux faire amener un peu d'essence dans ce coin-là, etc. Si on ne connaît pas les personnes sur place, c'est même pas la peine de partir, quoi. Autre chose là, que tu posais la question, quand tu as une casse ou un problème mécanique, ce qui arrive, ça dépend des avions, ça dépend des certifications, parce qu'on a beau être non certifié sur des avions,
dans certains pays, pour l'immatriculation, c'est un certificat de navigabilité restreint. Donc, ça ne change pas grand-chose par rapport à un certificat de navigabilité. Donc, il faut des ateliers agréés pour certaines choses et ou être habilités à faire certaines choses. Alors maintenant, on marche souvent sous un fil là-dessus quand on a des problèmes techniques ou même de l'entretien périodique. Moi, souvent aussi, je pars en avion certifié pour faire des inventaires aériens dans des pays lointains et puis faire 200 heures de vol en un mois et demi. Il faut faire les entretiens des 50 heures, des 100 heures. Et je le fais. Après, il faut... ma technique, en somme, c'est que moi, je suis basé au Kenya. Mes avions immatriculés au Kenya. Je suis officiellement un apprenti dans un AMO, un atelier d'entretien agréé. Et donc je fais mes entretiens, parce que le gars il sait que je sais les faire, etc. Je fais mes entretiens, j'envoie les paperasses qui vérifient, tamponnent, me renvoient, et je reçois mon CRS, c'est-à-dire ce certificat restreint, le certificat de release de service. C'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler, quoi, à voler. Donc, c'est... Bon, bien sûr, il faut payer comme s'ils faisaient eux-mêmes la maintenance. Hein. Mais bon, ça évite un billet d'avion et des heures de trucs, quoi. Donc, il y a plein de façons de faire, quoi, en somme. Et puis, quand on fait vraiment du travail longtemps, dans des zones perdues, il vaut mieux avoir une base relativement solide de mécanique et d'aérodynamique. Voilà. Ce qui a pas mal... évoluer aussi, ça c'est une chance. On est maintenant, pour les voyages, on passe tous sur des Rotax 4 temps, qui a quand même facilité les voyages, parce que c'est vrai, quand on était sur les 2 temps, le potentiel était nettement plus réduit. Là, il fallait presque emmener un deuxième moteur derrière quelquefois. Hein. Voilà. Et puis le réseau Rotax est quand même assez étendu au niveau mondial aussi, pour se faire envoyer des pièces ou récupérer des pièces, puisque le Rotax maintenant on trouve sur les avions certifiés, un peu plus qu'il y a 10 ou 15 ans. Mais même si, effectivement, je te rejoins complètement que c'est pas très facile. Jérôme, raconte-nous un peu. Moi, j'ai un témoignage. Voilà. Dans un voyage vers le Sénégal, on a cassé une hélice en Espagne. Et donc, là, on est resté bloqué. Hein. Et donc, alors, il y en a qui sont partis dans un atelier, le J+1, pour faire tourner quelque chose, pour remettre des pales. Il y a un camarade qui a essayé de ramener une hélice ukrainienne d'une base à Barcelone. Et il y avait un avion de Paris qui a chargé une hélice de spare. Voilà, donc tout ça a mis 3 jours et on a pu remonter et poursuivre le voyage. Mais donc, on reste bloqué, quoi. Mais faut pas s'arrêter là, faut essayer de réparer, quoi. Ouais, bien aussi, tu parles d'une anecdote en Super Cub. Qui était en expérimental, puisque pas mal de modifications. En Namibie, on a vibration, on a perdu à peu près 4 cm de bout de pale d'une hélice. Bon, ça vibre fort. Hein. Donc on a coupé tout de suite. On était au-dessus d'une plage, heureusement, des roues 35 pouces, ça s'est bien passé. Là, t'es coincé en Namibie sur la Skeleton Coast, t'es un peu paumé, quoi. Bon, la seule solution, on avait qui pouvait couper du métal, c'était un couteau suisse. 2 heures après, on a mesuré, on a coupé l'autre côté, puis voilà. et ça marche, et on a continué le voyage comme ça jusqu'au bout d'ailleurs. Mais après, bon, il faut savoir voir l'intuition et relativement une certaine connaissance, on peut le faire ou pas, quoi. Voilà. J'ai en tête là, les aventures de Patrice Franceschi, là. Donc lui, il avait un avantage, il avait un bon réseau Air France qui dessert quand même pas mal de pays du monde. Et je me rappelle qu'ils avaient fait envoyer régulièrement des pièces détachées, des moteurs complets, des trucs comme ça aussi. Ça peut quelquefois faciliter les choses. Aujourd'hui, voilà, donc c'est pas toujours évident, mais j'ai en tête dans son bouquin, par 2 ou 3 fois, il s'est fait envoyer quand même des gros morceaux de machine quelquefois pour tout remettre en état. Ouais, alors je voulais rajouter une chose. Si vous êtes en panne ou bloqué quelque part, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de choix à part trouver une solution. Donc, si c'est une panne, faut trouver un bout de pièce, un bout. Alors, moi en tout cas, pour ce que j'ai vécu, vous n'êtes jamais vraiment tout seul. Vous arrivez sur un terrain avec une petite machine comme ça, ils vous demandent d'où vous venez, ils vous regardent. Ah oui, vous venez de là, on va vous trouver quelque chose. Enfin, c'est vrai. L'humain, ça sert aussi à ça bien des fois. Donc vous n'êtes pas seul, alors vous pouvez être bloqué 1 semaine ou 15 jours. Moi j'ai été bloqué 1 semaine au Chili pour autre chose, parce que le Pérou n'a jamais voulu de moi. Donc j'ai dû refaire demi-tour et repasser la cordillère.
Mais voilà, c'est une aventure humaine, donc faut accepter ça, et vous pouvez pas maîtriser tout. De toute façon, vous n'aurez pas toutes les réponses avant de partir. Et les réponses, elles vont arriver. Moi, j'avais préparé tout le parcours à peu près administrativement, et 5 jours après, à cause de la météo et tout, il fallait tout recommencer, quoi. Donc vous avez juste l'avantage, c'est que comme vous l'avez fait une fois, vous saurez le refaire. Ça se résume à ça. Et après, d'un point de vue administratif, bon, pour la petite histoire, j'ai des amis un copain qui voulait passer au Canada en ULM depuis le Groenland. Le Canada n'a jamais me donné l'autorisation. Donc moi, j'étais aux États-Unis. J'ai dit bon, il faut que je rentre chez moi quand même. Donc j'ai appelé Toff, que vous connaissez peut-être, machin. Et, ouais, j'ai dit Toff, t'as demandé l'autorisation. Il dit je me suis posé sur un terrain, ça s'est bien passé. Bon, bah je dis j'y passe. Donc j'ai fait un plan de vol. Donc quand vous faites un plan de vol, j'ai appelé la douane à Goose Bay. Ils m'ont dit ben vous venez, vous vous posez, et quand vous serez posé, vous appelez à ce numéro et puis on arrive. Donc je me pose à Goose Bay, 8 heures de vol, je me pose, je téléphone, il me donne un chiffre long, au moins de long comme ça. Et je dis je fais quoi avec ça? Ben il dit quand on vous demandera, vous présenterez le numéro, c'est la preuve que vous êtes passé à la douane. Bienvenue au Canada. Donc ça s'est passé juste comme ça. J'ai refait pareil. Depuis, ben non, moi je venais du Canada, le Canada à Goose Bay, enfin les États-Unis Goose Bay. Et pour le Groenland, alors le Groenland, pareil, il faut l'autorisation. Toff, il avait été bloqué une semaine avec, il fallait les rations de survie, un truc pas possible. Toujours Toff en Christophe Jolin, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ouais. Donc je dis, bon, moi j'ai pas demandé d'autorisation, il faut que je rentre aussi. Donc je prise le plan de vol, le Groenland m'appelle, Narsarsuaq m'appelle, vous avez l'autorisation pour le Groenland? Je dis non, j'ai pas l'autorisation, mais mon père est gravement malade, je devais voler aux États-Unis, faut que je rentre en urgence, donc autorisation ou pas, je passe. Et donc il me dit bon, vous venez, donc je suis passé, je me pose au Groenland à Narsarsuaq, et je vais à la tour, le mec il dit bon, vous n'avez pas d'autorisation, vous repartez quand? Je dis je repars demain si la météo est bonne, bon allez-y, bon vol. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu miraculeux, alors qui sont peut-être pas conseillés, mais ça peut arriver. Et à côté de ça, vous pouvez arriver. J'ai eu des vols au Brésil, vous arrivez au Brésil, pour vous dire la petite histoire, j'ai traversé l'Atlantique Sud. Le mec il me dit hello captain, bah chapeau. Et après ils m'ont ennuyé pendant 3 heures, pour pas dire autre chose, sur le terrain, parce qu'il leur fallait le numéro de série de la construction, le numéro de série du moteur, le numéro de l'hélice. Alors 3 heures sur le terrain, 35 degrés, après 14 heures de vol. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, faut l'accepter, c'est comme ça. Moi, je veux faire un témoignage sur la météo. Donc, nous, quand on part, par exemple, quand on est parti pour la Roumanie, on ne sait pas à J-3 si on part par Munich ou par Venise. Parce qu'en fait, finalement, c'est la météo qui décide. Donc on fait pas des on regarde les routes, mais en fait, on décide presque à J-1. J-1, est-ce qu'on va là? On est en Tunisie, on s'était dit à Bologne, il faut qu'on décide si on va par la Sicile ou la Sardaigne. En fait, on regarde la météo, quoi. C'est la météo qui décide. Donc, on n'a pas beaucoup de plans, quoi. On change les plans. Ouais, ça marche dans des pays où la communication est facile, mais les pays où la communication n'est pas facile, une autorisation, tu l'as pas au bout de 4 jours. Donc, ça pose problème. Donc, ouais, sinon, point de vue humain, il y a aussi des choses assez loufoques qui peuvent arriver. Une fois, j'allais en Centrafrique pour un gros inventaire d'un parc, pour réhabiliter un parc national, et en pleine zone de conflit. Donc, le gars qui était là pour s'occuper de notre sécurité, il dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, ok, et ça s'est bien passé, mais il dit surtout ne dites pas que vous partez. Il dit, ok, bon, ça c'est habituel, normal. En somme, il nous avait vendu un groupe rebelle. Donc le groupe rebelle, il a dit, vous avez touché à la moitié, l'autre moitié c'est quand ils partent. Donc il nous protégeait des autres rebelles pour pas qu'ils nous enlèvent. Bon voilà, c'est une façon de faire. Donc il y a plein, le côté humain est très 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 important. Ouais. Ce que je retiens de ces témoignages là, le temps est un facteur. On ne fait pas des voyages comme ça en se donnant je dois arriver tel jour à telle heure à tel endroit. On n'est pas sur de l'aviation de ligne. Donc il faut avoir du temps et beaucoup de temps devant soi et pas se mettre la pression temporelle. Déjà la météo l'impose naturellement, mais des fois on peut rester, tout l'a souligné, des fois 15 jours, 3 semaines, un mois,
Moi, on parlait de Christophe tout à l'heure. Il a pété son Giro au Groenland. Là, il est resté tanké pendant un mois, donc il n'avait pas contrarié, il a fallu réparer et tout. Bon, on prend le temps comme il vient. Et en particulier, en Afrique, la notion du temps, pour ceux qui ont un petit peu côtoyé l'Afrique, la notion de temps n'est pas la même que celle qu'on a en Europe. Pas du tout, mais le problème, c'est qu'il y a certains pays compliqués qui nous demandent très clairement, ou bien quand ils sont, comme en ce moment au Niger, par exemple, on veut rentrer au Niger, ils vous disent quel jour à quelle heure. Ah, ça, et on est obligé de donner une heure. Et ce n'est valable que 12 heures, l'autorisation. Ça coûte dans les $1 500 à chaque fois. Voilà, il faut faire... bon, il y a 2 poids 2 mesures sur le temps. Des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Ça vous a donné envie de voyager, j'espère. Moi, je trouve ça fait rêver tout ça quand même. Bon, voilà. Ah si, mais il faut y aller. Hein. Faut y aller. Le monde est grand, le monde est grand, la vie est courte. Hein. Ouais, voilà. Non, et puis ce que je disais, on a la chance maintenant d'avoir des ULM modernes, que ce soit du pendulaire, du gyro, du multi-axe, même du paramoteur. Il y en a qui ont fait des raids fantastiques en paramoteur. Les machines sont beaucoup plus fiables qu'autrefois. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir traversé l'Europe à 60 km/h avec un 447 et puis une aile quartz. Quand tu avais du vent de face, tu regardais, on avait tout premier GPS qui donnait juste la vitesse et puis des petites barres de tendance. Des fois, on voyait 25-30 km/h. Là, le temps est long. Moi, je me rappelle même avoir fait une petite anecdote, ça peut arriver aussi, avoir fait un ravitaillement au sol sous plan de vol. C'est-à-dire que l'opérateur aérien avec qui on était sous plan de vol, il n'a jamais su qu'on s'est posé. On a pris les jerrycans, on a transvasé, on a redécollé, on a dit oui, tout va bien, impeccable. Et sur le plan de vol, on avait marqué avec un pendulaire 447, autonomie 7 heures. Bon. Ah ouais, c'est un grand classique, bravo. C'est un grand classique. Bravo. Voilà. Bon, c'est le jeu, mais ça fait partie de l'aventure aussi. Sinon, alors, si vous êtes hyper cartésien, etc., effectivement, l'aventure, des fois, ça peut vous bloquer psychologiquement, mais des fois, il faut être un petit peu souple et ouvert sur le plan personnel, parce que sinon, on n'y arrive pas au bout. Quoi. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres questions. En tout cas, je voulais vraiment remercier... Jérôme, tu vas nous faire la conclusion, Jérôme. Non, mais encore un témoignage sur l'agilité qu'on doit avoir. Moi, plusieurs fois, j'ai passé les frontières Schengen, transpondeur éteint, voilà, parce que c'était plus simple. Donc voilà, donc des fois, il faut être un petit peu agile. Puis quand tu es de l'autre côté, tu redémarres. Alors, ce que dit Jérôme n'est pas tout à fait faux. C'est un truc qui est très curieux. Moi, je vous donne l'exemple parce qu'on l'a vécu tous. Quand on va en Allemagne, de France en Allemagne, quand on arrive en Allemagne, ils disent « Ah, vous avez posé un plan de vol ?» Parce que les Allemands ont l'habitude de ne pas poser de plan de vol. C'était comme ça. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais moi, je me suis fait éclater de rire. Un Allemand disait « Oui, on a un plan de vol, machin. Où c'est qu'on peut le clôturer, machin ?» Ils disaient « Ah bon, vous posez des plans de vol ?» Parce que pour les Allemands, beaucoup se disaient « Schengen, machin, plan de vol, ça ne sert à rien. » Alors, je ne sais pas aujourd'hui, quand les Allemands viennent en France, s'ils posent toujours un plan de vol. Mais là, je peux avoir une certaine réserve autour de ça. Je demande un joker. Voilà. Bon. Par contre, je vous invite, je vous donne l'exemple de l'Italie. Je sais qu'en Italie, ça s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça. Des Français qui revenaient en Italie, pas de plan de vol, ils se sont retrouvés avec 2 tornados qui leur tournaient autour. Hein. Eh oui. Comme quoi, moi j'invite pour ça, dans la mesure du possible, à poser le plan de vol. Alors, c'est vrai que le transpondeur aussi amène à la fois une trace, mais aussi une certaine sécurité, parce que s'il y a un souci pendant votre transfert, notamment sur des zones à relief, etc., le transpondeur permet quand même de retrouver, identifier rapidement. Parce que je donnais ce matin, on parlait des OPS-ULM, on parlait de la balise de détresse qui est obligatoire dans beaucoup de pays, mais j'ai pas d'exemple aujourd'hui de déclenchement volontaire de balise de détresse suite à un crash, malheureusement. Parce que les gens, quand ils se crashent, ils n'ont plus des fois la possibilité d'activer. Voilà. Donc c'est pour ça que les systèmes qui assurent une certaine traçabilité du vol finalement amènent une forme de sécurité finalement, parce qu'on retrouve où la trace s'est arrêtée. Et le transpondeur peut servir également à ça pour le search and rescue. Que c'est quelque chose qu'il ne faut pas toujours négliger non plus. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres remarques? Bon, sinon, en tout cas, je vous... Oui, je t'en prie. Oui, vas-y. Point de vue plan de vol, il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, et, où pour chaque vol, le plan de vol est obligatoire, payant et non clôturable.
Donc voilà. Et sinon, la fois où j'ai compris réellement ce que c'était un GPS, j'étais dans la panade, dans les Andes, en avion ouvert, en aircam. On n'y voyait rien, des sommets partout autour, au GPS, et j'ai compris la définition du GPS ce jour-là. Le GPS est un outil qui vous donne en permanence la position où vous êtes perdu. Alors attention avec ça. Merci. Ouais. Oui. Ah, les projets, prochains- c'est pas ce qui manque. Hein. Vos Et la vie, prochains beaucoup. voyages. Hervé, prochain voyage. Alors là, on va déjà se reposer parce que c'est un petit peu fatigant. 2 mois et demi, donc là, je peine. Vous voyez, des fois, quand j'en parlais tout à l'heure, la voix chevrotte un peu. C'est encore dans la tête, faut digérer le truc. C'est quand même 4 mois de voyage. Ça fatigue un peu. Et puis, des projets, le nerf du projet, c'est quand même un peu l'argent aussi. À l'occasion, j'ai quand même une femme, un fils et un chien, donc il faut quand même que je m'en occupe, c'est quand même là, c'est pas bien, mais il faut quand même que je vive avec, que je réapprenne à vivre avec et à communiquer avec eux, parce que là, souvent, ma femme me tape sur l'épaule, elle dit « Oh, je suis là ». Donc voilà, faut se réhabituer. Là, c'est un peu la déprime parce que il manque l'adrénaline, il manque plein de choses. Enfin, t'as dû connaître ça quand tu rentres, tu bois des bières avec les copains, mais à la fin, les copains sont gentils, mais t'as bu trop de bière. Donc il faut se réhabituer à ça. Mais des projets, oui, on essaiera de faire, si ce n'est mieux, un pire, quoi. Oui, alors, ce que tu soulignes, c'est un point qui est très important. Moi, je l'ai entendu de plusieurs gens qui ont fait des voyages. Quand on arrive d'un voyage au long cours comme ça, on a effectivement une vraie forme de déprime. C'est que d'un seul coup, tout s'arrête. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, il y a un phénomène de déprime, on peut le dire. Oui, comme alors ça. chacun voit ça, voilà, ça mais chez lui. Mais il y a une phase qu'il faut savoir appréhender et quelquefois même préparer, y compris avec l'entourage. moi, je sais que le goût du vol revient là un petit peu, mais j'avais perdu le goût de voler parce que voler 1 heure en baie de Somme, bon, c'est joli, la baie de Somme, c'est joli, mais il manque l'adrénaline, il manque, comme vous savez, vous allez vous poser, bon, vous allez voir les copains boire une bière, mais vous êtes pendant 4 mois, vous atterrissez à un endroit que vous ne connaissez pas, vous avez la douane, vous avez le truc, et ça vous ennuie énormément au début, et ça vous manque atrocement quand c'est fini, quoi. Donc, Olivier, là, à l'issue de tes c'est immenses voyages, comment ça s'est passé? Moi, j'ai plus de projet de vol. Voilà. À part aller le voir l'an prochain, je viens de voir. Et puis tu me feras voler avec tes jouets là. Tu as des beaux jouets. Il a un Aircam, il a un Cessna 206. Et puis le Piper Cub. Et puis un pendulaire, mais il n'a pas volé depuis 25 ans. On pourrait le retaper. Voilà un projet. On va retaper son vieux pendulaire. Comme si certains là. Donc voilà. Sinon, j'en ai assez fait, je dirais. C'est le cas de dire, tu as fait le tour du monde. Ouais, c'est pas que je suis blasé, hein, mais voilà, faut en laisser pour les autres aussi. Donc allez en Afrique. Il y a un truc qu'il a dit qui va juste. On n'a pas trop de problèmes de carburant en Afrique, sauf avec l'Avgaz, bien entendu. Mais lui, il vole avec un 300 chevaux Continental, avec son 206. Donc là, oui, le Avgaz, on n'en trouve pas partout. Mais le carburant pourri, des fois, on le trouve. Il y a toujours moyen de. Et le Rotax, il mange tout, hein, le 912. Les 2 temps aussi, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai pas de projet de voyage à part aller le voir. Et toi? Ben, peut-être Maroc et un tour en Espagne. Nous, on a été cette année volé avec les gens de l'association des ULM du Portugal. Donc c'est sympathique parce qu'on rejoint des gens et on apprend à se connaître et puis après on va chez eux. Voilà. Et donc peut-être en Espagne l'année prochaine. Très bien. En tout cas, je remercie nos témoignages. Je crois qu'on peut les applaudir pour tout ce qu'ils ont fait. C'est fantastique. Que ça vous a donné envie de partir à l'aventure. Et c'était le but de cette conférence aujourd'hui. Vous donner envie et vous donner les clés pour pouvoir le faire à la fois en sécurité, avec du plaisir, et puis surtout de faire des belles rencontres humaines, parce que le voyage, c'est avant tout de la rencontre humaine. Le reste, c'est de la technique, de la technologie. Ça se maîtrise, mais l'humain, c'est tellement beau et c'est le meilleur dans tout ce qu'on peut faire.
Voilà. Merci à vous, merci à tous. Et on va laisser la place pour la conférence suivante. Merci.